Il faut informer que les panels كلهم هنا. الناس اللي اصحابهم les panels مفرقين. يقولوا لي panels كلهم هنا. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, nous entamons la quatrième partie d'un panel que je qualifierai de haut niveau sous le thème « La contribution des forêts à la réalisation du programme de développement durable ». La modération du panel sera assurée par M. Abdelaziz Hamoudi, qui est un expert forestier, qui a occupé différents postes au niveau de l'administration marocaine et a fini par le grade d'ingénieur général. Je cède mon micro pour inviter les panélistes à s'installer. Merci. Bonjour mesdames, messieurs, chers collègues, honoré de votre présence, monsieur Chbeatou, notre ex-ministre. Mes chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur un petit changement dans le programme. Au lieu de 2 heures qui étaient prévues initialement pour le panel, nous ne disposons que 45 minutes. Donc je vous prie de nous aider pour pouvoir avancer et faire de notre mieux, parce que l'essentiel a été dit dans les allocutions d'ouverture et nous voulons gagner du temps pour aller de l'avant. Donc j'invite les panélistes pour ce premier panel. Monsieur Hussein Mouibi, je vous invite à rejoindre l'estrade. Alors, Monsieur Hussein est actuellement chef de section des politiques de la mise en œuvre du secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts et il a plus de 25 ans d'expérience en diplomatie internationale et en droit de l'environnement et du développement durable. Il a rejoint le secrétariat en 2009 et supervise les travaux du secrétariat concernant la mise en œuvre de plans stratégiques Nations Unies pour les forêts, les projets et programmes de renforcement de capacité, le réseau mondial de facilitation de financement des forêts, les questions d'importance mondiale pour les forêts, à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil économique et social, ainsi que le Forum politique de haut niveau sur le développement durable. Et les chefs de l'équipe sur les questions de fonds et d'organisations liées aux questions du FNUF et à ses bureaux, et dirige également le programme de travail du secrétariat en ce qui concerne le partenariat de collaboration sur les forêts et les conventions de Rio. J'invite le deuxième panéliste, Monsieur Mabaï Dia. Alors, Monsieur Mabaï Dia est un lauréat de l'INFI Maroc et également de l'Université Saint-Alexandrie en Égypte et de l'Université Laval au Canada. Il est docteur en géographie environnementale avec une formation postdoctorale au bureau régional de l'USN à Washington. Après avoir commencé sa carrière professionnelle dans son pays d'origine, la Mauritanie, notamment en tant que chef de division de suivi et évaluation des projets de lutte contre la désertification au ministère du Développement rural, il a ensuite assuré pendant 4 ans le poste de professeur en géographie environnementale à Winthrop University, la Caroline du Sud, aux États-Unis. Il a ensuite passé les frontières nord au Canada, où il a travaillé pendant 12 ans pour le gouvernement fédéral Parc Canada, comme scientifique principal en évaluation environnementale. Il est conseiller principal en environnement et gestionnaire de la conservation des écosystèmes naturels. Plus récemment, il occupe le poste de directeur d'un parc national en République du Congo, avant de rejoindre le PNUD au Cameroun en qualité d'analyste en financement durable des aires protégées du bassin du Congo. Mais il est de nationalité canadienne, d'origine mauritanienne, il est marié et père de 3 enfants. Troisième panéliste, j'invite M. Melhaoui Youssef. M. Melhaoui Youssef de rejoindre l'estrade. M. Melhaoui est actuellement consultant en gestion des ressources naturelles,
Il est ingénieur forestier, membre de la LINFI et un de ses anciens présidents de cette association. Il a une riche expérience dans le domaine de la gestion participative des écosystèmes forestiers. M. Melhaoui est également président de l'association Rabt Beladi, qui n'est autre que l'association marocaine pour la gestion durable des forêts et qui œuvre dans le domaine de la certification forestière. Quatrième panéliste, M. Lahsini Saïd. M. Lahsini Saïd est depuis 2012 professeur d'inventaire, productivité forestière et reboisement à l'INFI. Il est lauréat de cette école également, 29e promotion. Il est titulaire d'un DEA en sciences agroéconomiques et ingénierie biologique de l'Université catholique de Louvain en Belgique en 2005 et d'un doctorat de la même institution en 2009. Le cinquième panéliste, c'est M. Lakseri. M. Lakseri, il est coordonnateur national de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, qui regroupe plus de 800 associations au niveau de 12 régions. Il est président de l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre Maroc. Il est également président de la commission de régionalisation avancée et de développement rural et territorial du Conseil économique, social et environnemental. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Mes chers collègues, si vous permettez, compte tenu du temps qui nous est imparti, je ne voudrais pas revenir sur pas mal de choses. Je voudrais juste vous rappeler le thème du panel qui introduit les débats sur les autres panels. On ne peut pas traiter l'ingénierie en relation avec le développement durable sans traiter le domaine dans lequel s'exerce cette ingénierie. Et je rappelle que le principe du développement durable est un principe qui a évolué depuis 1992 au sommet de la Terre à Rio, en passant par les objectifs de millénaire pour le développement, pour l'horizon 2015, avant d'arriver au développement durable que nous connaissons actuellement et qui a pris pratiquement 2 ans pour son élaboration dans une approche qui s'est considérée comme approche participative et inclusive. Il y avait beaucoup de contacts, beaucoup d'organisations qui étaient faites dans ce domaine. Alors, qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est un programme qui se veut pour engager le monde sur une voie de durabilité. Alors, on ne peut pas parler de développement durable, du programme de développement durable, sans parler des objectifs de développement durable. Et je ne voudrais pas passer plus de temps dessus parce que Madame la représentante de la FAO à Rabat ce matin, elle a beaucoup traité de ces différents objectifs de développement. Ils sont au nombre de 17. Il se trouve que la forêt se trouve à l'objectif numéro 15 sur la vie terrestre. Et pour vous dire que les forêts, ils n'occupaient pas avant la place qu'ils méritaient sur l'agenda international. Il a fallu un travail de fond avec tous les acteurs concernés pour pouvoir placer les forêts là où ils méritent actuellement sur l'agenda international au niveau du développement durable. Quelques exemples juste pour vous donner un aperçu sur les contributions des forêts au développement durable. En matière de pauvreté et de sécurité alimentaire, il faudrait mentionner que 40% de la population rurale en situation de pauvreté extrême vit en forêt et dans les savanes. Également, en matière de subsistance, il y a 1,6 milliard de personnes qui tirent directement leur subsistance des forêts. En matière de sécurité hydrique, les bassins versants forestiers approvisionnent 75% en matière d'eau douce accessible. En plus, bien sûr, des services de régulation qui ne sont pas très bien évalués jusqu'à présent en matière d'alimentation des nappes, en matière de lutte contre l'ensablement, etc. En matière d'énergie, les besoins à hauteur de 40% de la demande mondiale d'énergie, soit l'énergie solaire, hydroélectrique et éolienne combinée. C'est l'équivalent de ces 3 facteurs sont assurés par les écosystèmes forestiers. Et ils assurent le besoin à 2,5 milliards de personnes, soit le 1/3 de la population.
Et également 2 points essentiels en matière de biodiversité et en matière de changement climatique. Il convient de mentionner que 80% de la biodiversité mondiale se trouve au niveau des écosystèmes forestiers. Pour le stockage de carbone, les évaluations sont faites à hauteur de 1,1 milliard de tonnes équivalent CO2. Nous allons avoir au niveau de ce panel 3 axes à traiter. Le premier concerne la contribution des forêts à la réalisation de nombreux objectifs de développement durable, notamment en termes de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Le deuxième axe, la méthodologie et les outils permettant de quantifier la contribution des forêts aux EDD et d'en mesurer régulièrement les progrès. Et le troisième axe, c'est les mécanismes de gouvernance convenables pour assurer l'adhésion des parties prenantes dans la gestion durable des forêts. Donc, sans attendre, on va essayer de traiter un petit peu, d'introduire le premier axe. Comme vous le savez tous, les forêts, à travers leurs rôles et fonctions, constituent un levier pour la concrétisation du programme de développement durable au niveau mondial. Cependant, cette prise de conscience n'a été que progressive et graduelle. Pour une longue période, les forêts ne bénéficiaient pas de la place qu'elles méritaient sur l'agenda international. Il a fallu un long processus de réflexion et de débat pour aboutir au FNUF et à la mobilisation collective en faveur des forêts. Les personnes et les institutions qui ont accompagné ce processus savent bien de quoi je parle. Et actuellement, il est communément admis que les forêts contribuent d'une façon ou d'une autre à la réalisation de tous les objectifs de développement durable. Ça dépend là où on se trouve. Le FNUF, dans son programme stratégique, a recensé 6 objectifs. Le dernier rapport de la FAO, SOFO 2018, a parlé de 10 objectifs. Donc, il y a quand même des objectifs pour lesquels on dispose d'informations et pour lesquels l'évaluation est relativement facile. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment les écosystèmes forestiers méditerranéens dans lesquels se trouvent classées la plupart des forêts marocaines sont perçus globalement par les différents acteurs et parties prenantes en relation avec le programme de développement durable. Et compte tenu du contexte national, quelles sont, d'après vous, les contributions les plus pertinentes des forêts aux ODD et comment ces contributions affectent-elles la durabilité des ressources? C'est-à-dire que les forêts contribuent en certaines matières à la satisfaction des besoins d'énergie, à la sécurité alimentaire, à travers les unités foragères qui sont fournies pour le parcours. Mais est-ce que ces services ne sont pas fournis au détriment de la durabilité de la ressource? La question est posée, c'est aux panélistes de choisir celui qui veut intervenir et il est le bienvenu. Quelqu'un va ouvrir le débat? Monsieur Dia? Allez. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا. C'est un honneur et un privilège de m'asseoir devant vous aujourd'hui après une trentaine d'années d'absence de Rabat. Merci une fois de plus de m'avoir donné l'opportunité de revenir ici à Rabat. Donc, pour ce qui est de la question, j'ai pensé tout simplement faire une réponse un peu transversale. Imaginez un enfant du désert, tel que la Mauritanie, qui va aujourd'hui vous parler un tout petit peu de la deuxième plus grande zone de forêt tropicale dense au monde, après l'Amazonie, qui est le bassin du Congo. C'est l'ENFI qui a permis
cette opportunité pour devenir, par exemple, le directeur d'une des aires protégées les plus larges de l'Afrique centrale, Ozala National Park, dans le contexte d'un partenariat public-privé entre le gouvernement du Congo et African Parks. Et le secrétaire exécutif a fait allusion à African Park en matière de gestion des aires protégées. ENFI également a permis à celui qui vous parle d'être directeur, du moins conservateur d'un parc au Canada pendant 12 ans. C'est après toutes ces années qu'on a décidé de revenir en Afrique. Pour ce qui est de la question, je l'ai dit tantôt, je vais tout simplement mettre un peu l'accent sur l'opportunité qui m'a été offerte, vraiment de découvrir le bassin du Congo, pour lequel aujourd'hui je suis conseiller technique d'un projet régional sur le financement durable des aires protégées du bassin du Congo, qui couvre 6 pays. Alors, le bassin du Congo draine un bassin hydrographique d'environ 4 millions de kilomètres carrés, où vivent plus de 100 millions de personnes. Et environ 90% de la superficie du bassin du Congo se trouve dans 6 pays: la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Cameroun, la République centrafricaine, Guinée équatoriale bien sûr, et le Gabon. Dans le bassin du Congo se trouvent environ 165 millions d'hectares de forêts denses. Je l'ai dit tantôt, ces forêts-là représentent la 2e plus grande zone de forêt tropicale dense au monde après l'Amazonie. Le bassin du Congo également est remarquable de par sa diversité de la flore qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Cette singularité est particulièrement apparente au niveau des espèces et des genres. Au niveau, par exemple, de la faune, on parle de plus de 14 000 espèces, dont 5 000 sont endémiques. En ce qui concerne la faune, contrairement aux forêts du bassin amazonien, le bassin du Congo continue de soutenir un ensemble complet de mégafaunes terrestres, y compris les éléphants et les grands singes, les gorilles et les chimpanzés. Imaginez une fois de plus un enfant du désert qui vit dans la Marantacée 24 heures sur 24. La forêt est là devant vous. Les éléphants, les gorilles, les chimpanzés, toutes sortes d'espèces sont là et c'est à toi de les gérer. Dans le parc que j'ai géré, on avait plus de 3000 éléphants et plus de 2000 gorilles. Et j'avais 120 éco-gardes. Leur travail, c'était vraiment 24 heures sur 24. Lutter contre le braconnage. Je dis tout ça tout simplement pour, une fois de plus, mettre en relief le fait qu'il est grand temps, en matière de gestion des ressources forestières, que l'arbre cesse de cacher la forêt. Il est essentiel de comprendre le lien important entre les facteurs économiques et les forêts du bassin du Congo, par exemple. La valeur économique des services écosystémiques générés est immense et découle du niveau de moyens de subsistance locaux à travers les économies nationales des pays jusqu'à l'économie mondiale. En termes de GRIM, on parle de plus de 10 millions de tonnes de bois par an. Protection du bassin hydrologique, 1,3 milliard de mètres cubes, soutenant plus de 77 millions de personnes. Le microclimat et les précipitations mondiales, plus de 75% à 95% des précipitations sont recyclées dans le bassin du Congo. Séquestration du bois, du moins du carbone. Un puits de carbone estimé à 47 milliards de tonnes. Les PNFR, les produits forestiers non ligneux, bois de chauffe, plantes médicinales, miel, chenilles, champignons, viande de brousse, tourisme du gorille, et pour ne citer que cela, leurs valeurs économiques sont inestimables. Mais comme on le sait, on est dans le bassin du Congo, les produits forestiers non ligneux
ou du moins la viande de brousse constitue sans aucun doute une source importante et directe de protéines, fournit du moins une source importante et directe de protéines aux communautés locales. 80% du volume de viande mangé dans les pays du bassin du Congo proviennent d'animaux sauvages, ce qui constitue environ 30 à 80% de protéines consommées par les familles de forêt. Toutefois, l'impact socio-économique de l'exploitation forestière, il faut le dire, et la valorisation des écosystèmes forestiers reste encore peu significatif dans la vie quotidienne des populations locales. D'une manière générale, le manque d'initiatives privées et le besoin d'emploi rémunérateurs caractérisent la majorité de ces communautés locales. Il est également important de souligner que le manque de compréhension ou de prise de conscience des données existantes, ainsi que le manque de données complètes et fiables concernant les valeurs économiques et environnementales, contribuent à affaiblir le soutien politique, et je souligne ici le soutien politique pour la conservation des forêts. Et je terminerai tout simplement par dire ceci. Pour les forêts d'une manière générale, pour que les forêts contribuent de manière significative, ou du moins contribuent avec tout leur potentiel à la réalisation des ODD, il est impératif de concilier les interactions entre la vision à long terme des engagements nationaux et internationaux de préservation des ressources, les intérêts à court terme du secteur privé en matière d'exploitation forestière de ces mêmes ressources et les besoins immédiats de substance des communautés locales. Je vous remercie. Merci M. Dia, pour votre intervention très enrichissante sur le plan d'abord l'importance du bassin du Congo, sur le plan social, environnemental et économique, les enjeux et les risques qui guettent la gestion durable des ressources naturelles dans le bassin, les différents biens et services qui sont fournis par les forêts. Et vous avez bien souligné que la valeur économique est inestimable. Vous avez donné, bien sûr, en termes de ressources alimentaires, un chiffre très important, c'est que la viande de brousse assure 30 à 40% de protéines consommées dans la région. Et vous avez terminé par un défi majeur qui guette la contribution de tous les forêts aux ODD et qui concerne à concilier les besoins incessants, les besoins du présent avec la gestion durable des ressources qui est à long terme. Est-ce que, à votre avis, les ODD et les imbrications entre ces ODD, qui est une façon très importante dans laquelle le programme a été élaboré. Les ODD interagissent, ils sont indissociables. Alors comment, à votre avis, vous voyez que ces ODD affectent la gestion durable des forêts et comment la gestion durable des forêts permet la réalisation de ces ODD? Est-ce qu'il y a un volontaire pour traiter un petit peu ce sujet? C'est Melhaoui. S'il vous plaît, essayez d'être... Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, je voudrais féliciter l'ALENFI pour l'organisation de cette manifestation historique, que je la considère historique. Et pour rester dans la question présentée par C. Hamoudi, et également dans l'axe numéro 1 concernant la contribution des forêts dans la réalisation des objectifs de développement durable, je pense que l'atteinte des cibles ou de ces objectifs est liée à la gestion des forêts. Donc on parle des forêts, mais c'est lié à la gestion, à la conservation, au développement de ces forêts. Donc la qualité de la gestion qui va nous permettre de juger sur la réalisation de ces objectifs de développement durable. Donc un préalable, c'est de mettre en place un système de gestion durable qui va nous permettre de l'évaluer
et de réaliser un certain nombre d'objectifs de développement durable. L'expérience a montré, et également différentes études, différents débats sur la contribution des forêts dans la réalisation de ces objectifs, ils ont montré que vraiment les activités réalisées par les gestionnaires forestiers, ils ont un impact important, un impact important sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental, et qui peuvent permettre l'atteinte de la plupart des cibles du programme de développement durable. Donc, je pense que cette diversité des activités du forestier est en relation avec la diversité des acteurs et des partenaires. Et dans une gestion durable des forêts, on est obligé de développer des partenariats. Et on sait l'importance stratégique de l'objectif numéro 17, qui est développement de partenariats au niveau national, mais au niveau régional et également au niveau international. Donc c'est une exigence qui va permettre à tous les acteurs impliqués dans la gestion forestière d'une manière directe ou indirecte à développer une vision commune, à élaborer une stratégie qui est durable, qui va permettre au niveau territorial de réaliser des programmes qui peuvent aboutir à la réalisation de ces objectifs de développement durable. Merci Semil Haoui de nous avoir rappelé le lien étroit entre la qualité de la gestion des forêts et la réalisation des ODD. C'est à travers la gestion que, bien sûr, les biens et services sont mobilisés, sont générés par les écosystèmes. Mais il y a également des facteurs qui ne dépendent pas de la gestion. Il y a des facteurs anthropiques, il y a des facteurs climatiques, bien sûr, qui peuvent également influencer. Vous avez également souligné le partenariat. Le partenariat est un axe très important que nous comptons traiter dans les autres panels. Je passe la parole à M. Hussein, du secrétariat du FNUF, pour nous entretenir à ce sujet également. Thank you very much, Mr. Hamoudi. That's fine. To be very brief, how to enhance contribution of forests to achievement of the SDGs, Sustainable Development Goals. From my perspective, there are four. Yeah, it's better. Yeah, sorry. There are 4 points that we need to consider if we want to enhance contribution of forests to Sustainable Development Goals. The first one is a framework for action. Without a policy framework at the international level, it is impossible to achieve Sustainable Development Goals. We need a framework that brings together forests along with SDGs to highlight the contribution of forests to SDGs, and also vice versa to highlight the achievement, the contribution of the Sustainable Development Goals to forests. This is a two-way path. That's the most important thing, a framework, integrated framework for action, which brings all countries on the same page at the same time for the same objective. So that is absolutely important. And this morning I referred to the unique United Nations strategic plan for forests that basically has been defined to bring forests and SDGs and the Paris Agreement and the other forest-related goals in one package. The second thing, as you have already also mentioned in the documents for this event, to strengthen the analytical and scientific basis for our actions. There are many areas that we need your support of the technical people, of the engineers, of the technicians, of the scientists. There are already
collaborative partnership of forests working on 21 indicators, global forest related indicators. 9 of them we cannot complete because we don't have the data available. We don't have the definitions that are agreed upon. So we need the support of the technical people and scientists to come to an agreement on these indicators. That would help to monitor the progress towards achievement of the SDGs. The third point is to support countries in implementing their commitments and agreements in the context of sustainable development goals. Countries need financial support. Countries need technical support. Countries need knowledge exchange. These are important aspects that in order to be effective, countries, especially developing countries, have to be supported to implement the agreements. And the last but not the least point is the involvement of all the stakeholders. We are very happy to see that today there are scientists from different schools of thought here, from different parts of the society, from government, private sector, academia, civil society. This is important. Without the help of everybody, it is impossible to achieve sustainable development goals and to realize the contribution of forests to these goals. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Hussein, pour votre intervention qui est ciblée et qui nous a permis d'avoir 3 points essentiels sur lesquels il faut agir pour pouvoir renforcer la contribution des forêts à la réalisation des ODD. Le premier, c'est un cadre d'intervention qui fait le lien entre les forêts et les ODD. Le deuxième, c'est renforcer le niveau analytique pour évaluer et suivre la mise en œuvre des ODD. Il a rappelé que certains indicateurs, notamment au nombre de 9, ne peuvent pas être traités parce qu'il y a des manques de données là-dessus. Troisième niveau, c'est appuyer les pays pour la réalisation des objectifs de développement, notamment en matière de financement, mais également en matière d'appui technique et transfert de technologie, etc. Et le quatrième point, c'est le partenariat, la participation de toutes les parties prenantes et leur engagement dans la réalisation de ces objectifs. Une dernière question avant de passer au second axe. Quels sont, à votre avis, et compte tenu de votre expérience, les domaines dans lesquels la relation entre les forêts et les ODD n'est pas très claire? Nous savons que les forêts contribuent, par exemple, à l'eau, contribuent à l'énergie, contribuent à les revenus, contribuent à un certain nombre de choses. Mais quels sont les autres ODD pour lesquels les forêts ont un potentiel, mais qui ne sont pas mis en exergue, ou qui nécessitent des études d'analyse, etc. Oui. Monsieur Husseini, il va nous donner un petit mot là-dessus. Merci, monsieur le modérateur. Donc, c'est un grand plaisir d'être présent aujourd'hui parmi vous pour discuter de cette problématique centrale en matière de gestion de ressources forestières. Donc là, on est toujours interpellé par la question de durabilité en gestion forestière. Et lorsqu'on parle de durabilité, ce n'est pas quelque chose qui est récent en matière de gestion forestière. Donc, les premiers ouvrages qui traitent en fait de la sylviculture et qui datent des fins des années 1700, donc parlent en fait de cette dimension de durabilité qui est très importante. Et donc par rapport à cette question de durabilité, il y a plusieurs approches qui ont été mises en œuvre, que ce soit sur le plan donc opérationnalisation, donc pour assurer la durabilité. Simil Hawi tout à l'heure, il en a parlé donc il a fait allusion en quelque sorte donc à l'évaluation, donc les aspects certification, donc les programmes à long terme, les PFN. Il y a aussi les approches d'aménagement novatrices et qui consistent en quelque sorte à sous-tendre vers quelque chose qui est très important, dont on a écouté ce matin, qui est en fait la pluralité. Lorsqu'on parle de durabilité, on est toujours à une quête de pluralité. Pluralité des acteurs, pluralité des échelles et aussi pluralité donc
des objectifs, bien entendu, on parle de multifonctionnalité. Lorsqu'on parle de contribution à l'ODD, je crois tout à l'heure, Séricine, il en a parlé, donc il en a fait allusion dans deux perspectives différentes. C'est que tout simplement, la gestion durable des forêts permet de répondre aux ODD, mais aussi avoir des ODD, bien entendu, permet de parvenir à une gestion durable des forêts. Et donc aussi les ODD peuvent s'exprimer selon en fait des échelles spatio-temporelles qui sont tout à fait différentes. Si on prend par exemple l'exemple assez particulier du choix d'eucalyptus comme étant une espèce de reboisement au Maroc, peut nous interpeller. Donc si on analyse à une échelle locale, peut être perçue comme étant une activité qui n'a pas une plus-value, mais si on la compare à une échelle globale, donc avec des niveaux de productivité qui peuvent aller jusqu'à 20 mètres cubes ou 14 mètres cubes dans les meilleurs sites, comparé avec notre ciment vert qui est le chêne vert avec des niveaux de 0,5 mètres cubes, donc on arrive à des niveaux de productivité qui sont très importants et on arrive à réduire en quelque sorte la pression sur les ressources, bien entendu. Lorsqu'on parle des ODD, il y a certaines études qui relatent en quelque sorte des difficultés particulières. On peut revenir, qui ont été relevées, que ce soit par l'International Social Society ou là éventuellement par d'autres auteurs et qui peuvent s'expliquer parfaitement par le fait que le contexte de mise en place des ODD, c'était beaucoup plus un contexte politique qui est donc sous-jacent à leur mise en œuvre. Donc là, bien entendu, il y a des aspects de relations directes et éventuellement d'évaluation qu'on peut la renseigner au moyen d'indicateurs qui permettent de renseigner en quelque sorte le niveau d'acquisition, mais il y a aussi d'autres aspects, des effets donc indirects qu'on peut avoir et qui peuvent bien entendu sous-tendre en quelque sorte à la réalisation d'un des objectifs en question. Si on prend donc l'aspect foresterie, donc on a le grand objectif, le 15e, mais bien entendu, ça contribue à d'autres objectifs, donc que ce soit en termes des moyens de subsistance, donc le premier, la réduction de la pauvreté, la contribution donc à la réduction de la faim, donc et ainsi de suite. Donc là, je n'entre pas dans ces aspects qui ont été détaillés par mes collègues tout à l'heure. Merci, Selhsini, pour votre contribution. La question reste toujours posée et le taille. Il y a un manque de données énorme pour pouvoir mettre en exergue le rôle des forêts dans la réalisation des objectifs de développement durable. Alors, la question qui est posée, c'est dans quel domaine prioritaire il faut agir d'abord. Et comment le faire? Selon quelle approche? Quelles sont les institutions les plus pertinentes à pouvoir répondre à cette question au niveau national, mais également au niveau régional, pour pouvoir agréger les informations à un niveau beaucoup plus important, qui est le niveau global. Monsieur El-Qsiri voudrait nous entretenir avec ce sujet. De ma part, moi je considère vraiment que déjà l'écosystème forestier en tant que milieu naturel, c'est parmi les écosystèmes qui sont les plus fragiles, mais aussi les plus convoités. Et il ne subit pas uniquement les pressions climatiques, naturelles, etc., mais aussi et surtout la pression anthropique reste, surtout pour les pays africains et pour le Maroc aussi, reste le grand défi qu'il faut absolument relever. Et là, je crois, en parlant d'ODD, on est en train de parler du SMIC social, environnemental, culturel, qui a été un consensus international, aussi bien pour les personnes que pour les territoires. Et pour ce SMIC-là, la remarque est vraiment, je donnerai toujours l'exemple du Maroc. On sait très bien que la forêt, elle est assez peuplée avec, vous l'avez dit, 13,5 millions de personnes qui sont dans le milieu rural, mais surtout dans les zones de montagne. Et ces personnes-là, ils n'ont pas beaucoup de ressources.
avec moins de 5 hectares, la personne pour les plaines, moins d'1 hectare pour les zones de montagne. Donc ils se rabattent fortement sur l'écosystème forestier. Et ça provoque vraiment un problème, non pas uniquement de gestion, parce qu'on est ici, et je suis très ravi d'être avec nos ingénieurs forestiers qui ont vraiment permis de garder ce patrimoine jusqu'à présent, avec le rôle surtout dans le sens de gardien de la forêt, avec un volet sécuritaire qui est très fort, qui est nécessaire, qui a été nécessaire, mais il y a d'autres rôles qui sont très importants. Et aujourd'hui, on a ce rôle-là, c'est le rôle scientifique de l'ingénieur qui est parfois plus important dans l'équilibre des forces qui sont en action au niveau du territoire. Et ces forces-là, et ces acteurs, on les connaît très bien. Il y a d'abord le citoyen, avec le système actuel de consommation et de production. Il est tiré vers une consommation maximale. Donc il a un seul objectif, c'est d'avoir la possibilité d'exploiter au maximum les ressources dont il dispose, sans voir le temps des enfants ou de ses petits-enfants, mais il ne peut que participer à une dégradation rapide et facile de ces écosystèmes. Le deuxième, le citoyen, on ne peut rien lui reprocher, surtout dans nos milieux ruraux, avec un taux d'analphabétisme qui est parmi les plus élevés. Si on a 33% à l'échelle nationale, ça va jusqu'à 50% dans certaines zones rurales, et aussi avec le taux de vulnérabilité et de pauvreté qui dépasse les 50% et les 70% par rapport à l'échelle nationale. Ça démontre qu'on ne peut pas vraiment compter uniquement sur sa volonté, sa contribution. Mais c'est les autres acteurs où l'ingénieur forestier est en train et doit encore jouer plus ce rôle de coordination avec les autres acteurs qui ont un pouvoir. Il y a d'abord l'acteur politique avec les collectivités locales. Et là, vraiment, ils sont forcés d'agir surtout dans un temps politique de 5 ans, de 10 ans. Et donc, il y a vraiment un travail politique à mener auprès des acteurs politiques pour préserver la forêt, mais aussi pour agir sur le modèle qui existe. Le deuxième acteur, c'est l'acteur privé. Et l'acteur privé aussi, il voit dans le foncier forestier vraiment la chose, c'est un moyen public qui est à disposition et qu'il doit absolument, plus sa force augmente et plus sa dimension et sa force de pression augmente, plus il va agir dans le sens d'une exploitation non durable et non rationnelle. Il y a aussi les administrations et il y a les autres acteurs qui font un petit peu l'équilibre. Lorsque j'ai parlé de l'acteur politique, il faut le voir en collectivité, mais il faut le voir aussi dans le Parlement, parce que c'est lui qui réglemente. Il faut le voir aussi comme le gouvernement. C'est lui qui chapeaute les administrations, y compris les eaux et forêts. Et donc, il a un rôle vraiment stratégique qui peut être un petit peu risqué. C'est pourquoi il faut absolument jouer aussi avec les autres acteurs qui font l'équilibre dans tous les pays. Les autres acteurs, c'est l'acteur scientifique. Et c'est pourquoi, avec ce séminaire, on vous félicite vraiment, mais on espère qu'au niveau de chaque pays, au niveau de chaque territoire, on puisse avoir ce qui se passe à l'échelle internationale dans le domaine des COP et des changements climatiques avec le GIEC. Ce sont les rapports scientifiques qui doivent équilibrer, parce que gouverner, c'est choisir. Le politique, lui aussi, il est sous la pression des besoins des citoyens. Mais s'il n'y a pas de rapport scientifique qui démontre l'impact de ce choix, et que ce soit le choix d'une réglementation ou le choix d'une politique, il faut absolument qu'il y ait des rapports scientifiques et qui sont réguliers pour pouvoir donner vraiment cet équilibre. Le deuxième, c'est l'acteur associatif. Et je fais partie de la société civile. On a travaillé depuis plus de 20 ans dans ce domaine, mais plus de 5 ans, on a essayé de mettre en réseau. Parce que s'il n'y a pas un réseau fort, l'Alliance marocaine, on a travaillé au niveau de 12 régions. Maintenant, il faut entrer en force. Et on a eu des pourparlers avec l'association des lauréats de l'ENFI. Et on est content de voir comment pouvoir agir ensemble avec l'UICN, dont on fait partie, pour pouvoir travailler avec les administrations, les institutions, pour avoir une synergie beaucoup plus forte, mais surtout avoir la visibilité. Il faut qu'il y ait visibilité, une prise de connaissance
de nos valeurs naturelles, mais de nos richesses, de notre patrimoine, mais aussi des défis, de manière claire au niveau de chaque territoire. Et c'est là qu'on peut agir de manière beaucoup plus ciblée et beaucoup plus forte. C'est pourquoi, vraiment, on est ravis de cette initiative et on espère que le chapeau scientifique de nos gestionnaires des eaux et forêts soit encore mis en valeur grâce à cette activité associative qui lui donne beaucoup plus de liberté d'agir et de compléter le travail et l'effort qui est fourni dans le cadre institutionnel. Merci. Merci, M. le Khseri, qui nous a donné une note positive, vraiment, sur l'avenir. M. le Khseri nous a rappelé les fragilités auxquelles les écosystèmes forestiers font face à cause des pressions anthropiques, à cause des besoins incessants pour les populations locales. Il a rappelé le rôle de l'ingénieur forestier pour maintenir l'équilibre entre ses besoins et les impératifs de la gestion durable des forêts, comme également comme acteur pour la mobilisation des autres parties prenantes dans les espaces forestiers et l'importance de la sensibilisation des décideurs, que ce soit politique, mais également du grand public. Et enfin l'importance du côté scientifique dans l'exercice de l'ingénierie forestière, qui ne doit pas se limiter à la gestion, mais qui doit donc réfléchir et agir afin de trouver des solutions communes, bien sûr en collaboration avec les autres partenaires. Monsieur Hossein me demande d'ajouter un petit mot à ce sujet. Donc vous avez la parole, monsieur. Voilà. Thank you very much. Just to add one point, when we are talking about contribution of forests to sustainable development goals, if we look at it vice versa, we look at the sustainable development benefits for forests, given the fact that unfortunately forestry sector in many countries are not receiving enough support, whether in terms of budget, whether in terms of the political support, whether in terms of the integration of the forest policy into national development plans. I believe this SDG, Sustainable Development Goals, provides a much more valuable opportunity for forests. Why? Because SDGs has been adopted at the level of the heads of states at the United Nations. All countries now, they are talking about to have national sustainable development plans to implement and to achieve these sustainable development goals. The more that forest community shows the benefits and contribution of forests to the SDGs, the more you elevate forests at the national level. So you have to show these benefits in order to get this in the higher package of national sustainable development goals, and through that to get more support for a forestry sector in different countries. Thank you. Merci Hossein de nous avoir rappelé ça. Effectivement, ça c'est un problème que nous avons constaté au niveau de plusieurs pays. Les services forestiers, c'est-à-dire les entités qui sont chargées de la gestion des forêts, généralement sont relégués au second plan quand il s'agit de priorités au niveau national. Et c'est le point qui a été soulevé par notre ami, et qu'il espère qu'à travers les objectifs de développement durable sur lesquels tous les pays se sont engagés, que la réalisation, pour réaliser, parce qu'on a parlé par exemple l'objectif 1, l'éradication de la pauvreté. Eh bien, on ne peut pas éradiquer la pauvreté sans s'occuper des forêts. Les forêts est un élément principal dans l'équation. On ne peut pas faire un développement économique au détriment des ressources forestières. Je crois que nous allons un petit peu donner 5 minutes pour poser une question aux panélistes sur quel est le modèle de gouvernance, à votre avis, qui est le plus adéquat pour pouvoir faire cet équilibre entre la satisfaction des besoins et la gestion durable des forêts à long terme. Avant de passer bien sûr la parole à l'audience, dans le cadre d'interaction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine?
Monsieur Al-Qasiri, à vous la parole. Merci. En réalité, vraiment, on arrive à préserver les forêts, mais parfois on ne préserve pas la biodiversité. On a le périmètre de la forêt, mais on n'a pas la densité. Donc il y a on préserve parfois la forme d'une forêt, mais pas le cœur et l'âme de la forêt. Et donc parfois, c'est pourquoi le système de gouvernance est très important. Et le système de gouvernance, il y a des éléments qui sont essentiels dans tout système de gouvernance qui peuvent garantir un petit peu l'équilibre. La première chose, c'est le système d'information dynamique. Sans information dynamique actualisée, on ne peut pas agir et prendre une décision clairvoyante et précise qui peut impacter positivement. Il faut absolument qu'il y ait des rapports au niveau de chaque territoire, au niveau national, pour pouvoir savoir quel est l'état de la biodiversité, de la forêt, comment elle évolue positivement ou négativement. Deuxième chose, un système d'évaluation indépendant et qui est régulier. Si on n'a pas d'évaluation régulière, scientifique, mais aussi sociale, humaine, environnementale, parce que la forêt, c'est pas les arbres. La forêt, c'est tous les volets culturels, historiques, etc., qui sont dedans. Et troisième élément pour la gouvernance, qu'on considère aussi très, très important, c'est le système de transparence et de synergie entre les différents acteurs. Maintenant, le modèle politique à l'échelle mondiale de démocratie ne marche pas. Aussi bien aux États-Unis, on voit ce qui se passe en France, parce que le politique, il a cru que rien qu'en laissant les partis adverses essayer de se confronter, voilà, ils vont arriver au bien de la population. Mais ça ne donne pas ça. Et on voit que les populations, avec les réseaux sociaux, avec les systèmes d'informatique, ils commencent à s'exprimer pour dire qu'on ne peut pas laisser aux politiques 5 ans à 6 ans et voir les dégâts et après choisir quelqu'un d'autre pour 5 ans. Ce n'est pas un système qui marche. Il faut qu'il y ait d'autres institutions scientifiques, techniques, qui donnent des rapports et qui permettent un petit peu de recadrer ce pouvoir donné aux politiques. Parce que ça suppose que les politiques, on a des partis politiques qui sont conscients, qui sont responsables, qui sont crédibles. Ça, c'est très difficile. Même si vous avez un acteur politique qui est très crédible, il ne peut pas agir avec les autres partis politiques comme il peut et comme il le doit. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des structures d'évaluation indépendantes, mais aussi des structures scientifiques, techniques, associatives, médiatiques, qui essaient de compléter avec la démocratie participative, mais aussi avec la science. Et la science, elle est très importante. C'est pourquoi le GIEC, il élabore le rapport, il le valide avec les gouvernements avant les négociations. Et ça, c'est très, très important. Merci. Merci, M. Al-Qasiri. Donc, quelques points rapidement. Pour une meilleure gouvernance, un système d'information dynamique important, un système d'évaluation indépendant et régulier, mais également de la transparence et des moyens pour permettre la participation des acteurs. Vous avez également mentionné quelque chose de très important, ce dilemme entre temps écologique, temps électoral, temps politique et temps économique. Ce sont des choses vraiment qui restent toujours... Un dernier point, c'est aussi la clarification. Parce que, vous le savez très bien, l'acteur économique, il peut devenir acteur politique, il peut devenir acteur associatif, acteur syndical, et parfois tout se mélange. Il faut absolument qu'il y ait beaucoup de clarté, parce qu'on ne peut pas être parti et juger parti. Donc il faut absolument clarifier les positionnements et les relations de manière saine pour que le jeu démocratique soit dans le bon sens. Merci. Et je m'excuse. Alors, avec votre permission, je crois qu'on doit s'adresser à l'audience, leur laisser un petit peu le temps d'interagir, de faire des commentaires ou de poser des questions s'il le faut, mais pas plus que 15 minutes, s'il vous plaît. Donc, essayons de faire notre mieux. On va prendre une petite liste au départ.
Monsieur Mhenna, s'il vous plaît, essayez d'être précis dans votre intervention. C'est pour ça qu'on fait quand on pilote, hein. On prend tout son temps, et pour la salle, on a fait plusieurs kilomètres. Moi, je viens de rentrer de Tunisie. Je me présente tout d'abord. Mhenna Hassan, je suis de la 14e. Donc, c'est une fierté d'être parmi les gens qui étaient dans les rangs de M. Tchao Ibrahim. Moi, actuellement, je suis à la retraite anticipée depuis 2015. Je suis consultant en développement durable. Et ça me réconforte. Moi, je voudrais tout simplement féliciter le bureau de la LINFI et les gens de la LINFI. Tout simplement parce que ce matin, on a vu, à travers les présentations, à travers les interventions, comme quoi le forestier a été de tout temps quelqu'un qui était militant, de tout son temps, tout son cœur. On travaille, et je l'avais précisé à mille fois, c'est le seul acteur de l'État qui travaille de 0 mètre d'altitude jusqu'à 4160 mètres d'altitude. Bon, la thématique est très importante. Moi, je pense qu'on s'est un petit peu égaré parce que la contribution des forêts contribue à aboutir aux 17 objectifs de développement durable. Comment? Tout simplement, quand on parle de santé, d'éducation, nous avons plusieurs expériences. À travers, il y a une expérience, je félicite mes collègues de la chasse, ils sont en train de travailler à Igir pour financer le transport scolaire à travers l'exploitation des mouflons par une chasse durable. Moi, je pense que le Maroc, pour trouver un modèle de développement durable, est appelé à penser stratégiquement, en dehors de tout conflit politique. Vous l'avez dit, monsieur Thierry, je vous en félicite, parce que à chaque fois, on veut traiter chaque chose sectoriellement. Et le forestier, moi j'ai travaillé sur le terrain pendant plus de 30 ans. Le forestier, au début, était même le facteur pour les populations les plus reculées. L'agent forestier, c'était lui qui apportait le courrier, les informations et tout. Il a fait de l'éducation, il a fait beaucoup de choses. Et notre ami mauritanien, effectivement, il a parlé des aires protégées. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exploitées dans les écosystèmes forestiers. Ils sont sous-utilisés. Les modèles de gestion actuels sont dépassés. Il y a un problème énorme au niveau national, surtout au niveau de la gestion forestière. Il y a l'État, les décideurs, ils ont une autre pensée. Nous, forestiers de cœur, on a choisi la forêt par cœur, pas par autre chose. On a choisi pour gérer la terre, pour être tout près des populations locales. Moi, je faisais partie de l'équipe qui a travaillé au projet Wastro 91-94. Là, on a initié l'approche participative pour la première fois au niveau national. Quand on parlait de la pauvreté, on dit non, au Maroc, il n'y a pas de pauvreté. Heureusement, maintenant, on parle de la pauvreté. Avant, non, on n'a pas de pauvreté. Quand on voulait parler de la femme, non, il ne faut pas parler de femme. On avait une section au projet Wastro avec la coopération allemande, promotion de la femme. Donc, je pense que le forestier peut être effectivement l'acteur principal pour le développement. Sauf que, pourquoi tout ça? Parce que lui, il intervient sur l'eau, il peut intervenir sur la terre. Il a toutes les représentations administratives sur le terrain. Là où il n'y a personne, il y a un forestier. Donc je laisse la parole à mes collègues, à mes frères et sœurs, bien sûr. Et je termine par dire que, effectivement, au niveau de la LINFI, une bonne chose a été décidée à un certain moment, c'est d'intégrer les femmes pour être forestières, alors qu'à un moment, c'était difficile. Et tout à l'heure, je félicite Bouchra. Hein, vraiment, c'est une fierté. Et merci. Je vous en félicite. Merci maintenant, c'est un plaisir.
vous mettez le micro là-bas, s'il vous plaît. Vous présentez, s'il vous plaît, comme ça on peut... Je m'appelle Gabi Mohamed, 5e promotion de l'ENFI. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous pour ce séminaire d'intérêt international. Alors, brièvement, moi je voudrais poser la question, c'est un axe de réflexion, puisque nous sommes dans un cadre de réflexion. Est-ce que le monopole de l'État sur les forêts est toujours une nécessité, puisque nous sommes dans une approche de démocratie participative? Donc, est-ce que l'État peut continuer à réfléchir pour les populations riveraines des forêts, qui vivent directement des forêts, qui sont dans leur territoire, au milieu de leurs ressources, sans être intégrées à leur gestion, alors qu'il y a l'expérience du Canada pour le modèle des forêts modèles. Ces forêts elles sont conçues pour que l'aménagement soit concerté. C'est un aménagement entre les structures fédérales de l'État et les populations bénéficiaires ou usagères des forêts. Donc, c'est un axe de réflexion. Est-ce que dans la mouvance, l'approche participative de démocratie que notre État se dessine, est-ce que le monopole de l'État sur les ressources forestières et ipso facto sur les ressources naturelles diverses peut répondre, qui peut apporter, et le dilemme, la forêt, est-ce qu'il contribue aux objectifs de développement durable? Donc il faut reposer le problème de tuteur de ces ressources. Donc il faut voir comment intégrer les populations dans la gestion et l'aménagement des forêts. On ne produit pas que le bois, parce que dans les écosystèmes semi-arides, ce n'est pas la production du bois, c'est d'autres produits. Je vous remercie. Merci, Serge Gabi. Vous avez mis en relief vraiment des points très importants. Je ne voudrais pas réagir. Qui veut prendre la parole à partir de l'audience? Je donne, s'il vous plaît, madame. Le micro par ici. Ici d'abord. Ici. Salam alaikum, merci. Moi, je suis Ibrahim Sal, je suis de la 19e promotion. Je voudrais saisir l'opportunité pour féliciter la LELFI et remercier aussi la LELFI pour cette opportunité d'assister à ce séminaire qui est d'une extrême importance. Mais je voudrais aussi surtout dire l'importance de l'enseignement que nous avons reçu à l'ENFI. Parce que si on parle aujourd'hui de développement durable, le sustainable development, comme on dit en anglais, c'est bien parce que l'idée vient de quelque part. En réalité, elle vient du forestier. Parce que les premiers cours que j'ai eus à l'âge de 20 ans à l'ENFI ont été des cours qui ont été développés par des professeurs comme Ben Danoun, Simessat, Ben Abid, Allah yarahmou, où on a abordé déjà en matière de gestion des forêts cette question de durabilité. Et l'approche est une approche en réalité qui prend en compte une gestion systémique, une gestion holistique de la forêt et de l'écosystème de façon générale. Donc elle n'est pas réellement nouvelle cette idée de durabilité. Mais l'idée de durabilité aussi qui prenne en compte cette approche holistique, qui fasse intervenir les différents acteurs, est une idée qui a effectivement aussi évolué de la gestion en régie, comme on en parlait ce matin, jusqu'en gestion participative. Mais l'importance d'avoir cette gestion un peu dynamique et durable est importante en ce sens qu'elle devrait se refléter en réalité dans le travail qui est fait quotidiennement par l'administration. Il faut que ça se reflète dans les institutions, il faut que ça se reflète dans la législation, dans la réglementation. Parce que effectivement, si on regarde la législation ou la réglementation que pose le Code des forêts ou le Code de la chasse ou le Code de l'eau ou d'autres codes, effectivement, si cette approche-là de gestion holistique
de l'environnement n'est pas prise en compte, on ne peut pas parler de durabilité. Ça veut dire qu'on ne peut pas associer les différentes parties qui sont engagées dans un seul système. Donc c'est pour vous dire un peu l'importance et l'historique qu'on a eu pour ça et toute l'importance de l'approche holistique pour arriver à cette gestion durable des ressources. Je vous remercie. Il faudra, je crois, 2 interventions et on clôturera le travail de ce panel. Il y a madame là-bas. On va écouter une voix féminine, s'il vous plaît. Ah, il y a 2 femmes qui veulent intervenir, c'est très bien. Donc, vous, madame. Merci. Bonjour, je suis Imel Herdouz du Haut Commissariat au Plan. Donc, je suis lauréat de l'IAV. Je salue cette initiative de l'association pour cette initiative très intéressante et très productive. Donc, j'ai 2 remarques. La première, c'est concernant l'absence des forestiers et du département du Haut Commissariat au Plan, bien du département des eaux et forêts, à la 2e consultation sur les ODD qui s'est tenue le mois dernier, je pense. Au cours de ce mois, il était organisé par le Haut Commissariat au Plan conjointement avec les affaires étrangères et les agents du PNUD. Donc c'était vraiment dommage. On a traité tout un panel qui est le panel de la planète et la forêt y était absente. Donc c'était vraiment dommage. On s'attendait à des données de la part des forestiers, on s'attendait à beaucoup de choses, mais malheureusement on a été déçus. Donc la 2e remarque, je soulève également le manque de données atroces. On fait au sein du ACP le suivi de tous les domaines, y compris le domaine forestier, et ce pour le suivi de l'ODD, notamment l'ODD 15, qui se réfère à la forêt, à la biodiversité, à la lutte contre la désertification. Je fais le suivi personnellement de l'ODD 15. On a 14 indicateurs, on a des données sur 4 indicateurs seulement, 2 fournis par les agences onusiennes, avec tout ce qui se comporte de problèmes, c'est-à-dire on ne comptabilise pas la totalité du territoire national, donc on ne peut pas se fier malheureusement, on ne peut pas se fier à ces données. 2 indicateurs sont fournis par le département des eaux et forêts. Le premier sur le pourcentage de surface forestière, qui malheureusement n'est pas adéquat avec la définition de la forêt au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Également, c'est la même chose pour les zones protégées. Les agences onusiennes disent qu'il faut comptabiliser le pourcentage par rapport au royaume et non par rapport aux surfaces, et non par rapport à l'espace naturel marocain. Donc on a 9%, mais ces 9%, il est par rapport à la surface naturelle et non par rapport au royaume. Donc c'est tout pour mon intervention et je vous remercie pour cette initiative. Et bravo. Merci. Donc, à mon tour, je remercie l'INFI pour ce séminaire. Je me présente d'abord, Yamina Babaou, ingénieure à la recherche forestière, centre de recherche forestière. Je suis lauréate de l'IAV, mais je suis avec les forestiers, donc je me considère comme forestière. La première question, parce que vu la politique à l'échelle mondiale, et les interventions de la matinée, il y a M. Ibrahim, je pense, il a parlé du capitalisme, c'est vrai, le capitalisme il est devenu sauvage, donc on cherche à profiter au maximum. Donc
La première question, qui profite des ressources forestières actuellement au Maroc? Est-ce que vraiment c'est la population locale? Est-ce que c'est les femmes? Donc, il faut bien préciser qui profite des ressources forestières. Donc, il y a le secteur privé actuellement qui s'accapare de beaucoup de ressources forestières. Deuxième des choses, l'approche dont on gère nos forêts actuellement, c'est une approche qui n'est ni participative, ni même l'approche genre presque absent. Donc il y a des données qui nous manquent beaucoup, des lacunes au niveau de la foresterie marocaine, surtout pour aider, pour développer des outils à aider à la décision, surtout pour les gouvernements qui gouvernent. Troisième des choses, actuellement, les eaux et forêts, le secteur des eaux et forêts, on ne sait même pas est-ce qu'on est un haut commissariat aux eaux et forêts ou bien un secteur lié, qui est relié au ministère de l'Agriculture. Là, l'ambiguïté institutionnelle pose un grand problème et je défie les grands responsables, ils n'arrivent plus à travailler à l'aise. Merci. La dernière intervention à partir de l'audience. Monsieur, s'il vous plaît, essayez d'être précis. Merci. Je me présente, je m'appelle Naouri Abdelfatah, je suis de la 21e promotion. Je tiens tout d'abord à féliciter la LINFI pour l'organisation de ce séminaire international scientifique. Mes premières questions vont à la réaction relative à la présentation du grand bassin du Congo. Comme vous le savez, le grand bassin du Congo, c'est un bassin qui produit beaucoup de services écosystémiques, mais en plus, il contribue à l'atteinte d'un objectif relatif au développement économique à travers la production de l'énergie hydroélectrique. C'est une énergie propre, énormément de mégawatts qui sont produites au niveau de ce bassin, en plus de l'eau qui est valorisée en matière d'agriculture. Également, ma réaction à propos du choix des espèces, certaines espèces de reboisement, est-ce qu'on opte pour les espèces autochtones ou bien pour les espèces allochtones? Si on opte pour les espèces autochtones, on produit en parallèle des produits forestiers non ligneux qu'on peut valoriser à travers des chaînes de valeur qu'on doit prospecter. Et si on opte pour des espèces allochtones, on réduit la biodiversité, mais quand même on réalise des accroissements les plus importants. Mais quand même, est-ce qu'on arrive à satisfaire les besoins du marché? Parce que le problème qui se pose, c'est la valorisation exacte de ces produits dans le marché local. Et dans ce cas, je pose la question sur le choix des aménagements et quelles sont les espèces qu'on doit choisir pour un développement économique important. Par rapport à la question relative aux gouvernances en gestion forestière, je pense qu'un montage institutionnel plus approprié à travers la mise en place d'un modèle adapté à chaque massif forestier permettra d'atteindre des objectifs de participation de la population au développement forestier, mais quand même, il faut quand même mettre en œuvre des outils de contrôle et de suivi pour atteindre des objectifs opérationnels. Et je vous remercie. Désolé de ne pas pouvoir donner plus. Nous avons largement dépassé le temps qui nous est alloué. Je crois qu'à partir... il y a des commentaires beaucoup plus que des questions. Yamina a posé des questions sur lesquelles aucun de nous ne peut répondre. Mais... le dernier intervenant a posé des questions qui est adressées beaucoup plus à notre ami sur le bassin du Congo. Est-ce que vous pouvez réagir à ce sujet? Très bien. En réalité, je n'ai pas très bien entendu la question. Mais j'espère tout simplement que ce que je vais dire va un peu aborder, répondre à la question. Je voudrais d'abord juste revenir très rapidement sur les données qui sont difficiles à quantifier quand il est question, par exemple, des biens et services écosystémiques qu'un écosystème forestier peut donner.
ne serait-ce que les valeurs d'option, l'existence même de l'écosystème forestier. Comment quantifier? Et je pense que dans ce sens, l'approche pourrait être tout simplement continuer avec ce qu'on appelle adaptive management area. Donc la gestion adaptative. On va prendre des hypothèses, accepter des hypothèses et s'entendre sur les hypothèses pour accepter les erreurs et le manque de fiabilité de ces données-là et avancer, parce qu'il faudrait avancer. Le deuxième point que je voudrais tout simplement mettre en relief, c'est qu'il est grand temps que l'ingénieur forestier comprenne que quand on te confie un écosystème forestier à gérer, en réalité, de par mon expérience, on te confie un échantillon assez représentatif des réalités d'un pays, dans toute sa profondeur et sa complexité, tant au niveau local, régional, national et international, que sur le plan social, politique, économique et écologique, bien entendu. Et c'est ce qui m'amène à cette question de gouvernance, le gros mot. À mon avis, et de par mon expérience, quand on parle de gouvernance, on parle de deux dimensions importantes. Le mécanisme de prise de décision et bien entendu les personnes, l'organe même qui prend les décisions. Et c'est ce qui a aussi amené l'UICN, par exemple, à développer une matrice de gouvernance qui comprend en réalité 4 catégories. La gouvernance par, bien entendu, les pouvoirs publics, l'approche classique. La gouvernance par les peuples autochtones et les communautés locales, une approche également assez classique. Et troisièmement, la gouvernance par le secteur privé. Et tout récemment, on parle de gouvernance partagée entre les pouvoirs publics et le privé. Les partenariats publics-privés c'est des partenariats avec toutes leurs variances qui marchent assez bien dans l'ensemble, de par mon expérience au moins en Afrique centrale d'une manière générale. Il y a une dizaine d'aires protégées aujourd'hui qui sont gérées dans le contexte vraiment des partenariats public-privé. Et on parle de 25 à 35 années de partenariat. Ce qui manque, de par mon expérience, ce qui manque à ces partenariats public-privé, c'est la place centrale même des communautés locales. Il est grand temps qu'on parle de ces 3 partenaires, au moins, si on ne veut pas ouvrir le débat aux autres partenaires techniques et financiers. Au moins, quand on dit maintenant partenariat public-privé, les populations doivent avoir quand même leur rôle, leur mot à dire. Mais très souvent, le privé, bien entendu, peut souvent être un peu arrogant. Mais la magie vraiment du partenariat public-privé, c'est que le pouvoir public amène sa vision stratégique et ses exigences, et puis le privé amène sa créativité et son intelligence, et les deux fait, l'extraordinaire élément, qui est au moins une gestion partagée, une gérance ou une gouvernance partagée, etc. etc. Oui, je vais juste clôturer en disant ceci. J'ai eu le privilège de vivre une expérience extraordinaire, je dirais. Comment est-ce que le modèle de la gestion durable des forêts au Canada a déteint sur les Américains et le gouvernement de Clinton dans les années 92 a copié ce modèle en disant tout simplement que toutes
les exploitations forestières dans le nord-ouest des États-Unis devaient arrêter. Pourquoi? Parce que l'espèce indicatrice, le hibou tacheté, était en péril. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de créer 10 Adaptive Management Areas, des aires de gestion adaptative. Mais je vous dis, on m'avait donné l'opportunité d'aller visiter la première Adaptive Management Area, Hayfork, au nord de Californie. Mais c'est extraordinaire. Le US Park Service, le US Forest Service, the US Land Management, les populations autochtones, reconnues et non reconnues, les buissonniers, les bûcherons, tous avaient accepté de travailler ensemble autour d'une table. Quand tu arrives, tu laisses ta casquette. Et la discussion est open. Chacun a un mot à dire. Et ils ont créé finalement un bassin versant. Et c'est extraordinaire comment cet écosystème a été géré par tout simplement les bonnes personnes. Que le partenariat public-privé devrait également s'ouvrir sur les populations locales, mais également les femmes, qui ont des choses importantes à dire pour nous changer complètement notre vie pour le meilleur. Merci. Alors, je n'ai plus le temps de faire quoi que ce soit. Vous allez m'excuser. Vous avez écouté ensemble l'intervention. Synthèse. Si j'ai à faire une synthèse en 2 mots, je dirais que nous avons tendance de comprendre les forêts. Eh bien, en fin de compte, nous comprenons très peu de ces forêts et nous devons faire l'effort. Les contributions de ces écosystèmes, de ces services écosystémiques qui sont fournis par nos forêts, afin de mobiliser tous les acteurs au niveau national, mais également les acteurs au niveau international, afin qu'ils apportent l'appui nécessaire à la gestion durable de ces écosystèmes forestiers. En votre nom, je remercie beaucoup nos panélistes. Vos interventions, merci pour vos efforts et le temps que vous avez consacré. Et merci à vous de nous avoir écoutés et supportés pendant ce temps. Je laisse la place au 2e panel et merci. Merci, M. Hamoudi, de votre capacité à